Toutes et à tous. Donc, on vous remercie d'avoir rejoint notre conférence consacrée à l'innovation, l'internationalisation et les réglementations, et plus particulièrement pour répondre à la problématique comment aider les industries agroalimentaires à relever leurs défis. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions par l'intermédiaire du chat qui se trouve en bas de votre écran. À la fin de la présentation, nous vous répondrons en direct. À présent, je laisse la parole à Jean-Christophe, directeur exécutif de l'ASCOM. Bonjour Noémie, merci beaucoup de cette opportunité de vous présenter un petit peu notre retour d'expérience sur l'innovation en termes d'agroalimentaire. Tu me montres le passage des slides, s'il te plaît. D'accord, merci. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu l'agenda suivant. Les moteurs de cette innovation alimentaire sont essentiellement animés par des éléments historiques. Et donc, de commencer une première partie sur comprendre pourquoi l'innovation, c'est maintenant. Les voies de l'innovation, les différentes façons d'arriver à progresser, ainsi que les grands rouages, les grands mécanismes pour ce faire. On va appuyer un petit peu notre introduction sur un petit peu l'histoire, et en particulier voir que l'innovation et la course à l'innovation en ce moment s'inscrit dans une dynamique quasiment historique. Et en particulier aux États-Unis, ils développent quelque chose d'assez important sur l'analyse historique, qui est ce qu'ils appellent la condition de boucle d'or et des trois ours. La condition de boucle d'or et des trois ours, c'est que grosso modo, un événement historique va arriver quand il est à point. C'est l'histoire de la soupe de boucle d'or. Quand la soupe est trop chaude, on ne peut pas la consommer. Quand la soupe est trop froide, c'est trop tard pour la consommer. On va manger la soupe que quand elle sera idéalement à température et qu'on sera au bon moment historique. On a exactement ce phénomène en ce moment qui se produit dans l'agroalimentaire avec l'innovation. Je vais quand même donner une petite illustration de cette condition de boucle d'or avec un exemple historique. Typiquement, la poudre à canon a été inventée en 850 après Jésus-Christ en Chine, et pourtant elle ne va apparaître véritablement sur les champs de bataille qu'au XVe siècle en Europe, et pendant 5 siècles, c'est les archers qui vont prédominer sur les terrains de bataille. Pourquoi ça? Et pourquoi tout d'un coup, au XVe siècle, on va commencer à utiliser cette technologie qui était pourtant en disposition depuis très très longtemps? Simplement parce que l'événement déclenchant, ce qu'on appelle donc la condition de boucle d'or, ça a été la peste. La peste a décimé un tiers de la population en Europe, et tout d'un coup, il n'y avait plus la capacité pour les seigneurs de supporter 3 ans d'entraînement et de faire des sièges avec un ratio de 1 pour 100 pour attaquer un château. Donc la peste ayant décimé les archers, il a fallu passer à une autre technologie qui a été la poudre. Et on a exactement ce même phénomène désormais avec l'agroalimentaire. La course à l'armement, entre guillemets, et la course à l'innovation a été déclenchée par trois phénomènes majeurs, à savoir la fin de la fin FAIM, à savoir pléthore d'offres sur le marché par rapport à ce que les gens pouvaient acheter, la capacité de conserver les produits et donc de les projeter à très grande distance, notamment à l'export. Et aussi, même si en bon franchouillard, je n'aime pas du tout ça, mais l'acculturation alimentaire, où on va commencer à voir des tendances de consommation dans le monde qui deviennent très très unifiées. La France fait encore un peu résistance, et j'espère longtemps, mais il n'empêche que ce qu'on peut acheter à l'étranger va être de plus en plus proche de ce que va être la pratique alimentaire européenne. Donc, ces 3 conditions réunies rendent possible le fait qu'il va falloir se démarquer du produit du concurrent, et en particulier booster la partie développement des produits. Un exemple d'une affiche d'un client australien qui montre que oui, leur poulet, non pas de stéroïdes, mais par contre leur processus de développement
est très boosté avec, nos applications. Donc en fait, je suis désolé, il y a un petit décalage à l'écran. Pour vendre ces produits, il va falloir faire mieux que son copain. S'il vous fallait des chiffres, voilà comment l'innovation va se répartir le plus souvent au sein notamment de nos IAA françaises, mieux que son copain ou mieux que son voisin. L'autre élément, c'est que si on a besoin de se démarquer sur son marché interne, une autre façon d'arriver à pousser sur les ventes, c'est de passer par l'export. Et donc, évidemment, les entreprises qui exportent sont beaucoup plus exposées à l'innovation, car, une fois de plus, il ne s'agit pas de quelque chose de technologiquement intéressant de suivre. Il s'agit vraiment d'une condition de survie. Et il n'y a pas d'autre explication à donner à pourquoi cette explosion de l'innovation, de la nécessité d'innover en ce moment. C'est simplement une condition de survie. La deuxième leçon d'histoire sur laquelle je vous propose d'échanger aujourd'hui, c'est le point de vue de la rupture. La rupture, l'innovation de rupture qui reste l'innovation suprême, entre guillemets, est avant tout une question de point de vue sur les produits, une question de point de vue sur les process. Je vais prendre l'exemple d'une innovation de rupture qui va changer un petit peu de Apple ou de Facebook ou des grands exemples qui sont donnés habituellement. Mais dans l'histoire, il s'est passé un jour au niveau de la préhistoire en Indonésie, quelque chose qui a été assez étonnant, à savoir, j'ai pas de slide qui arrive, à savoir que quelqu'un tout d'un coup va voir le cheval, non pas comme un big tech potentiel, mais comme un véhicule. Et ces deux personnes qui, pour la première fois, vont décider d'attraper un cheval, vont avoir une énorme importance sur votre quotidien, et vous l'avez tous les jours, vu qu'ils vont être à l'origine, grâce à l'expansion de l'utilisation du cheval et sa domestication, de l'ensemble de toutes les langues qui sont parlées en Europe et dans la plupart des pays eurasiens. Toujours pareil, donc le point de vue sur ce qu'on pouvait faire d'un cheval a été la source d'une innovation de rupture énorme, et la plupart des entreprises qui réussissent bien, donc j'ai une animation sur l'écran, pardon, sont associés à ça. Donc je ne peux pas vous laisser à l'écran statique la liste des clients dont je voulais parler, mais bon, grosso modo, on va retrouver Bonne Maman qui renouvelle un tiers de son portefeuille produit chaque année. Et ce métrique-là est relativement important. Les entreprises qui réussissent bien, que nous croisons, et je pense qu'on est à peu près 1 millier de sociétés rencontrées à l'heure actuelle, elles ont à peu près toujours ce ratio, à savoir un bon 33% de leur portefeuille qui est renouvelé chaque année. On a exactement ça aussi. Un autre métrique assez intéressant, c'est que le cycle d'innovation est à peu près d'une douzaine de mois pour lancer un nouveau produit. Et évidemment, tout le monde voudrait réduire ça aux alentours de 5-6 mois, si possible. Alors, quelles sont les voies de l'innovation? Les voies de l'innovation, je vais les présenter, c'est tellement multifacette, c'est tellement riche au niveau des possibilités que je vais les présenter un petit peu comme les voies des arts japonais, des philosophies japonaises, le kendo, la voie du sabre, l'aïkido, le bushido, etc. À savoir différents points de vue sur l'innovation en alimentaire que je vous invite à considérer. Le premier point de vue sur l'innovation alimentaire, ça va être le point de vue de Dr House, à savoir le diagnostic différentiel. En fait, ce point de vue est très adapté. Décidément, les animations me jouent des tours. Ce point de vue est très adapté à l'analyse de savoir si un compte, une société alimentaire se débrouille bien ou pas. La difficulté est que la plupart des sociétés ont
l'ensemble des informations qui sont atomisées dans l'entreprise sous forme de documents Word, de documents Excel. Et la plupart des contenus sont ressaisis, re-ressaisis et re-ressaisis. Alors ça induit énormément d'erreurs, ça induit énormément de travail, de paperasse. Et l'ensemble des processus de développement de produits se font essentiellement avec du mail. Et de ce fait, l'ensemble des éléments de communication ressemble un peu à ce plat de spaghetti qu'on avait à l'écran. Donc en règle générale, la plupart des entreprises se reconnaissent bien dans ce schéma-là, si elles ont une problématique de performance en agroalimentaire en particulier. Alors la posologie pour répondre à ce problème-là, proposée par Dr House, c'est d'avoir une base de connaissances. Le premier élément de l'innovation n'est pas le plus sexy. Il s'agit d'abord de faire une base de connaissances à laquelle la société va essentiellement, les deux manipuler en même temps, la société va capitaliser l'ensemble de la connaissance, une seule version de la vérité, la recherche d'informations toujours à jour. Le deuxième élément, c'est l'orchestration de l'ensemble des processus de l'entreprise avec une collaboration horizontale entre les différents services, mais aussi une collaboration verticale entre en particulier les fournisseurs, l'entreprise elle-même et les clients, en particulier à travers des portails d'échange qui doivent être le plus continu possible. Et enfin, le dernier élément, c'est la capacité d'avoir une intégration dans le système d'information. Le troisième pilier de cette posologie, c'est le pilotage de l'activité, tableau de bord, mais aussi capacité à être très centré sur les différents rôles de l'entreprise pour piloter l'activité avec ces tableaux de bord. Donc la deuxième voie, après celle de Dr House, c'est celle de Mathusalem. C'est la voie du cycle de vie. Le cycle de vie typiquement de l'innovation en agroalimentaire démarre par une vision marketing où on va faire du brief le plus je suis désolé, les écrans défilent par eux-mêmes, du brief le plus fonctionnel possible avec l'ensemble de ces briefs vont être réutilisés par la R&D pour avoir des candidats produits qui sont proposés par rapport à ces besoins de briefs alimentaires. L'ensemble de ces candidats produits vont se retrouver dans une validation, un processus de validation où il va falloir choisir le gagnant parmi les différents candidats produits et processer le tout avec l'outil d'innovation. L'outil d'innovation, ça va être en grande partie ici l'outil de formulation qui va nous permettre d'amalgamer les contenus des produits venant des matières premières sur les produits finis. La quatrième phase, c'est la préparation de la mise en marché, les liens avec les ERP, les liens avec la PLV. Et quand le produit est sur le marché, le chaînage avec les événements qualité, j'entends par événements qualité les alertes sanitaires, les réclamations clients, etc. Une voie plus avancée, enfin une définition plus avancée de la voie de Mathusalem, c'est la capacité de chaîner ce cycle de vie avec les grandes classes d'applications nécessaires pour y arriver. Et là, il est important de déjà entrevoir les grandes fonctions de l'entreprise, les 4 grandes fonctions, business, R&D, achat, qualité. On va retrouver dans l'ensemble de ces éléments-là les grandes catégories d'applications qui sont nécessaires pour avoir une performance d'entreprise correcte et une innovation appropriée. Ça démarre, je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui, mais je vais quand même en picorer quelques-unes parmi les points qui sont mentionnés. La gestion du portefeuille de projets est très très importante car elle va permettre de catégoriser les idées et de, grosso modo, investir le temps de sa R&D sur les projets qui sont vraiment importants, à contrario de laisser peut-être les choses un peu anecdotiques sur le bas-côté. En R&D, on va retrouver beaucoup la gestion des spécifications, la formulation, mais je reviendrai dessus plus tard. Sur la partie procurement et achat, l'élément très important, c'est le portail fournisseur qui va permettre en particulier la capture des spécifications des matières premières et packaging
à la source depuis les fournisseurs afin qu'ils soient processés par l'outil de formulation et permettre la génération des spécifications qui pourront être aussi envoyées au portail client. Et la qualité, j'ai déjà évoqué, la capacité de gérer le réglementaire, les suivis d'alerte sanitaire, les non-conformités. Évidemment, le tout, en dehors de l'intégration dans l'entreprise, dans les différents services, doit être capable d'arroser les autres éléments du système d'information, en particulier les ERP, le DI, mais grosso modo toute la collaboration avec le monde des fournisseurs. Ces slides vous seront envoyés si vous le souhaitez, mais la vision de Mathusalem, enfin du cycle de vie en l'occurrence, c'est aussi la cartographie de l'ensemble des processus d'entreprise qui doivent s'intégrer à l'innovation. C'est plus, on va dire, des microprocessus qui vont constituer un macroprocessus, mais vous avez une vision ici assez exhaustive des meilleures pratiques. Je pense que sur ce schéma, on a condensé au moins 200 ou 300 cas clients qui se retrouvent ici schématisés. Et le dernier élément de la vie de Mathusalem, c'est une vue tout à fait holistique de ces... alors l'animation, ce coup-ci ne veut pas arriver. Voilà. Ce document est plutôt pour que vous vous nourrissiez, si vous le souhaitez, de l'ensemble des éléments qui caractérisent le cycle de vie. On va retrouver en colonne les grands jalons du développement du produit, mais en ligne, on va retrouver l'ensemble des propositions de valeur que l'innovation et les applications qui y sont associées vont pouvoir apporter à l'entreprise. La deuxième ligne, ce sera l'ensemble des processus, des business process qu'il va falloir travailler pour être efficace et l'ensemble des workflows qu'il va falloir probablement considérer et schématiser. La troisième ligne correspond aux grandes fonctionnalités clés nécessaires à ces niveaux-là. Et la ligne qui est tout à fait en bas, c'est l'ensemble des livrables, hein, soit des documents, soit des contenus qui vont être le produit de cette phase-là. C'est plutôt un slide à destination des consultants pour qu'ils puissent se nourrir de l'ensemble de la cartographie complète de ce qu'il est opportun de réaliser bloc par bloc et de manière graduelle dans la montée en performance d'une société. Le point de vue que j'aime bien, c'est celui de Spider-Man, c'est le point de vue de la toile. On a déjà introduit dans les éléments historiques que l'innovation de rupture est surtout une question de point de vue. Cette question de point de vue a visé la toile d'araignée a visé de rassembler l'ensemble de tous les différents critères relatifs aux produits. Non seulement vous allez rassembler ces différents critères, mais vous allez être aussi capable de voir si une des vues métiers qui correspondent aux axes concentriques, si l'animation ne veut pas venir, voilà, embrasser la complexité du produit par tous ces points de vue, et notamment aussi de voir si je suis en train de rajouter par exemple la confiture dans un yaourt à la fraise, je vais avoir un impact sur la vue nutrition, je vais avoir un impact sur le packaging avec la liste d'ingrédients, je vais avoir un impact sur le coût, je vais avoir un impact sur la définition réglementaire quand je vais vouloir exporter, en particulier en Asie, de ce que c'est que la confiture. Donc, avoir la capacité sur son produit de le voir à travers toutes ses facettes, un petit peu façon kaléidoscope, l'exemple qu'on a sur la droite de l'écran, reste un point de vue important pour apprécier l'intégralité de la richesse et de la complexité de son produit et essayer d'avoir un point de vue différent dessus qui donc est la meilleure approche pour avoir une innovation de rupture. La troisième voie pour s'améliorer, c'est la voie du projet, c'est la voie de M. Gantz. Alors évidemment, il y a la partie planification des projets. Le processus maître de l'innovation reste le NPD, le New Product Development, et donc qui doit être géré comme un projet parmi d'autres. Mais
autant l'approche calendaire et en diagramme de Gantt est importante pour notamment arriver à faire du rétro-planning par rapport à la date de mise en marché des produits eux-mêmes, autant il est important de bien considérer d'autres éléments dans la gestion de projet. Ces autres éléments sont en particulier la capacité de créer des environnements projets de manière très facile. Quand on va, et notamment en partant de modèles, de templates de projets, pour lancer en particulier des gammes. Si je veux lancer une vingtaine de produits à la fois pour toute une gamme projet, je vais avoir non seulement besoin d'avoir l'ensemble des tâches des utilisateurs, mais aussi de tout, pour chacune de ces tâches, des modèles de documents, des modèles de contenu que je vais devoir produire à chaque étape du développement. Et ces modèles de projet doivent permettre d'être répliqués et de servir un petit peu de salles de projet. Salles de projet qui vont permettre à l'écosystème, aux différents acteurs qui vont travailler avec le chef de projet sur le lancement de sa gamme de produits, d'accéder aux informations, de chatter, de collaborer avec les fournisseurs, avec les industriels, avec les clients autour de la définition du produit. Donc, plus important, à mon avis, que l'aspect calendaire du projet, la structure de projet et la capacité de créer de manière très facile ces structures de projet, ce que j'appelle ces salles projets virtuelles, reste un élément, je pense, primordial et précédent sur l'approche de la vision de projet. Il y a aussi la voix de M. Rubik, l'inventeur du Rubik's Cube, qui consiste à dire attention, une seule saisie de l'utilisateur va, dans le cadre de projets de lancement de nouveaux produits alimentaires, va avoir une multitude d'impacts. Un petit peu comme si je tournais la face d'un Rubik's Cube, ben, je peux tout à fait arriver à fixer une face, mais malheureusement, il y en a 6 qui sont impactés derrière. Donc là, une seule saisie de l'utilisateur va affecter à la fois les spécifications des produits, va affecter les jalons du projet, va affecter le planning, va affecter la performance du produit. Et il est important de voir aussi, dans cette voie de Rubik's Cube, l'analyse d'impact. On va chercher à avoir une seule action des utilisateurs pour alimenter le référentiel produit, mais il faut considérer tous les impacts qui sont associés. Cette analyse d'impact est d'autant plus importante quand on va lancer des gammes de produits. Si je modifie une base laitière sur un yaourt, je vais avoir des dizaines d'impacts sur non seulement des familles de produits, mais aussi sur le packaging, sur l'ensemble des éléments de vente associés à ces produits-là. Et donc, la conclusion des différentes philosophies autour de la performance agroalimentaire, c'est la voie de Mandela. En fait, c'est l'anti-apartheid. En aucun cas, le fait de faire des spécifications produits précises et complètes avec ces points de vue de la toile d'araignée de Spider-Man, ni la façon de voir les projets façon Rubik's Cube et Gantt, ne doivent être étanches. Une fois de plus, une seule saisie de l'utilisateur doit alimenter en même temps le référentiel produit, le référentiel projet, et si l'ensemble de ces projets vise à développer des gammes de produits qui vont se consolider, se cristalliser autour de programmes d'entreprise, il n'y a pas plus d'étanchéité à avoir entre produit et projet qu'avec programme. Donc, pas de segmentation, pas de clusterisation, pas de mise en silo de ces trois grandes fonctions du développement des produits. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu la théorie, essayons de rentrer dans la pratique. Quels sont très concrètement les mécanismes qui participent à l'innovation, et j'ai pris le point de vue de Mathusalem, à savoir le point de vue du cycle de vie, en démarrant avant tout par la gestion des idées. Tout démarre avec
Alors, ce que les anglo-saxons appellent idealization, c'est-à-dire la capacité de générer des idées. Il y a pas mal d'outils qui existent sur le marché qui sont grosso modo des questionnaires qui vont vous inviter à avoir des interrogations sur les différents points de vue produits qui pourraient rajouter un plus. On peut vous fournir ces questionnaires-là si vous le souhaitez, c'est assez intéressant comme outil. Ça s'utilise avec Excel tout simplement. Mais très rapidement, vous allez avoir profusion d'idées, un portefeuille d'idées, un portefeuille de projets qui va avoir un gros volume d'entrée. Et donc, il va être très important d'emblée avoir les capacités de voir les répartitions de ces différents projets dans votre calendrier d'entreprise sur l'année et être capable de voir où sont les répartitions des grandes masses de consommation de ressources dans ces projets-là. Et une des façons les plus importantes de gagner du temps dans le lancement des nouveaux produits, c'est vraiment la capacité de faire ses choix. On ne peut pas imaginer exécuter l'ensemble de toutes les idées qui sont proposées par le marketing et par les clients et par les ressources internes. Et j'insiste beaucoup sur cette fonction de scorecarding des projets. La capacité de noter ces projets en règle générale autour de 3 axes minimum qui sont évidemment l'opportunité en termes de revenus, mais aussi les risques inhérents au projet, les coûts qui y sont associés et la faisabilité des projets. Donc là encore, on a une traduction ici sur des tableaux de bord de ces éléments, mais on recommande des critères d'analyse qu'on peut vous fournir aussi sous forme de fichiers pour analyser l'ensemble de ces critères tout au long de la vie des projets et la capacité de comparer les différents projets entre eux pour savoir un petit peu leur profil de risque et bénéfices. Cette comparaison est vraie aussi dans le temps. La zone en jaune ici représente le projet tel que je le voyais à son lancement. La zone en bleu le représente tel qu'il est véritablement en phase opérationnelle vers la fin du projet. Derrière ça, la responsabilité des dirigeants de l'entreprise vont être de vraiment faire le tri entre les projets qui sont vraiment ceux qui sont importants de mener jusqu'à bout et de prioriser, et ceux qui seraient recommandables d'abandonner. Ces grilles en particulier de scorecarding vont amener à avoir des graphes d'analyse pour prendre des décisions objectives sur le portefeuille de développement et en particulier continuer à alimenter l'envie des gens de poster des nouveaux projets, mais tout en ayant des grilles d'analyse objectives sur le pourquoi on va arrêter tel projet par rapport à un autre. C'est important d'objectiver cette pensée. Une fois que les projets sont lancés, évidemment, l'ensemble des projets vont beaucoup être définis par des jalons et étapes avec des différentes tâches. Et ce qui est très important, c'est d'avoir à la fois l'agilité d'un processus très souple pour décrire ces jalons de tâches. Donc quelque chose qui va être très naturel, comme la capacité de, même si je crée un projet depuis un modèle, de pouvoir tuer des tâches ou de pouvoir rajouter des tâches à la volée. Et à l'opposé, pour le passage des grands jalons qui vont rythmer est-ce qu'on va poursuivre le projet ou pas, des processus beaucoup plus formels et notamment qui vont décider de faire un petit monitoring clinique du projet dans 4 ou 5 grandes étapes du développement du produit. Donc bien balancé, bien équilibré des processus informels avec les processus formels. Le troisième élément sur lequel je voulais faire un petit zoom, impossible de vous présenter tous les éléments importants qui participent à la performance de lancement de produit, mais celui-ci est assez important parce qu'en règle générale, c'est un vrai goulot d'étranglement dans le lancement des produits, c'est la gestion du pack. Ne surtout pas négliger la gestion du pack, car elle arrive toujours à la fin, et elle est toujours le fruit de la collaboration entre
la R&D qui a en particulier les listes d'ingrédients, la formulation générée par la formulation, le monde du packaging avec nous sommes souvent des agences à laquelle on sous-traite ces packs, le monde du marketing qui va décider des couleurs et des choix graphiques. Et donc la collaboration à ce niveau-là demande des outils très spécialisés et qu'il faut vraiment considérer comme étant un élément de performance important. En particulier parce que ces outils vont permettre de gérer des comparaisons de packs entre les différentes versions et la collaboration se faisant à 4, entre une fois plus les agences de packs, le marketing, la R&D et la qualité, sans parler des clients. Il faut être capable de pouvoir comparer ces packs entre les différentes versions avec les différentes annotations et de voir où les modifications ont été faites de manière graphique. Petite parenthèse, la gestion de contrat est toujours négligée, c'est un tort. Dans le processus de lancement de produits, il y a toujours soit des machines, soit des exigences relatives aux nouvelles matières premières qu'on peut utiliser ou des nouveaux packs. Le pistage des exigences que l'on a intégrées dans du contrat est très importante pour petit à petit consolider, cristalliser la connaissance de l'entreprise et surtout éviter les dérives dans le temps des produits. Après la partie projet, donc qui était chère à M. Gant, je vais rentrer un petit peu plus dans la partie produit, la partie spécification des produits et les grandes figures de style incontournables, grandes fonctions incontournables à ça. La première chose, c'est dans ces spécifications, il ne faut pas les voir sous forme documentaire. Ce sont des données avant tout. Et ces données, nous recommandons qu'elles soient basées sur des librairies qui vont permettre d'assurer une seule version de la vérité. Et si vous pouvez bâtir ces librairies de contenu qui vont aller peupler les spécifications de manière multilangue, vous ouvrez la possibilité de générer les spécifications des produits finis, elles aussi, en multilangue. Là, on donne un exemple avec les sirops Monin, pour ne pas les citer, sur juste une toute petite partie des spécifications qui sont les listes d'ingrédients. Et ils ont la capacité chez eux de générer ces listes d'ingrédients en plus de 26 langues à l'heure actuelle depuis une même recette, sans faire d'effort. À partir du moment où chacune des ingrédients individuellement a été saisie en multilangue, on le fait une bonne première fois, et à chaque fois qu'on réutilise ces ingrédients dans une recette, ça génère les listes d'ingrédients multilangues en aval. Donc, baser ces spécifications sur des librairies de contenu, mais à l'opposé, la véritable souffrance qu'il faut éliminer dans les entreprises agroalimentaires, c'est la paperasse. C'est cet énorme poids en termes de temps que demande la gestion de la paperasse, et il y a des outils pour ça. En particulier, il faut penser que les spécifications doivent être générées et non pas créées dans des documents Word encore et toujours. Il faut être capable, à partir des données techniques associées aux produits, tels que les recettes, etc., d'aller pousser ces contenus techniques de spécification dans des documents, mais de manière générée. Et la génération de documents doit s'appuyer elle-même sur des modèles qui peuvent être multilangues eux aussi, mais qui peuvent être aussi customisés pour les différents clients, ce qui rajoute, en plus de la facilité, l'élimination des temps administratifs, mais qui rajoute de la percussion au niveau de l'image de l'entreprise auprès de ses clients. Donc bien soigner l'intégration entre les données techniques des produits et en particulier les outils Office pour la génération de spécifications. Alors évidemment, c'est intéressant d'avoir, une fois que vous avez un référentiel de spécification de données très complet, la capacité de réutiliser cette information, de réutiliser cette connaissance pour pouvoir réinventer l'eau chaude. Mais il faut bien penser aussi que l'utilisateur doit, de manière très simple, être capable de réutiliser ces données. La première barrière à la réutilisation des informations quand on est équipé, c'est
la difficulté d'aller rechercher une information ancienne pour la recycler. Il ne faut pas avoir un, ni deux, ni trois types de recherches, mais au moins 4 ou 5 avec des recherches qui sont très graduées entre un utilisateur qui a très peu de connaissances et qui va faire une recherche type Google en tapant un mot-clé et qui doit rechercher dans toutes les spécifications ce mot-clé et lui proposer des filtres de réponse, à des recherches très avancées, comme par exemple en cas d'alerte sanitaire, d'aller être capable de dire je veux tous les produits qui contiennent un ingrédient de type fruits rouges en provenance de Chine sur un pourcentage de plus de 3%, bah, trouve-moi toutes les matières premières qui correspondent à ça et tous les produits qui utilisent ces matières premières dans le référentiel de produits. Donc une réponse serait graduée sur les différents éléments. L'outil suprême de la spécification et du monde de la création des spécifications de produits reste l'outil de formulation, pour beaucoup de raisons. La première, parce que quand on va créer ces recettes, on va faire un continuum entre les spécifications des matières premières et les spécifications des produits finis. Et l'outil qui va processer les données des uns vers les autres, c'est l'outil de formulation. Mais c'est aussi l'outil d'optimisation. Où on va optimiser à la fois les coûts des recettes et des nomenclatures, parce qu'il y a aussi les packaging à considérer, mais aussi la nutrition, mais aussi l'étiquetage et le labeling. Les outils de formulation moderne sont capables de générer le labeling en INCO. Ici, on a un exemple plutôt américain. Mais la capacité de proposer à la sortie de l'outil de formulation une épure déjà de ce que va être le labeling ou l'étiquetage client, consommateur, est très très important. L'outil de formulation est aussi l'organe qui va vérifier la conformité par rapport aux normes. J'ai parlé d'INCO déjà, mais ici on a un panel de l'ensemble, pour les gens qui font un peu d'export, des grands textes à respecter, et vous comprenez bien qu'il est désormais plus possible pour un cerveau humain d'aller en permanence vérifier sur chacune des recettes la compliance, enfin la conformité en français, pardon, à ces différents points de vue réglementaires. Donc l'outil de formulation se doit, comme dans ses grandes macro-fonctions, d'analyser ça. Et enfin, on est vraiment sous la pression de nouveaux modes de consommation, cachère, halal, sans gluten. J'habite en Californie, d'où le fait que je bafouille un petit peu en français, j'en suis désolé. Le sans gluten explose complètement là-bas, il est vraiment difficile d'y échapper. Le produit sans OGM, produit sans pesticides. Là encore, l'outil de formulation doit être l'allié des R&D pour aller analyser les matières premières et leurs spécifications et donner simplement feu rouge, feu vert, feu orange quand c'est un peu douteux, notamment pour ce qui est cachère ou halal, il y a des zones de gris. Ça doit être capable d'aider l'utilisateur. Alors évidemment, dans ce que je viens de décrire à l'instant, un des piliers, c'est la spécification des matières premières. Et on sait tous la grande pénibilité qui consiste à capturer sur les fiches des fournisseurs les caractéristiques techniques qui font l'essence des spécifications de matières premières. Là encore, il y a des outils pour arriver à s'en sortir, en particulier le portail fournisseur qui a été initié pour la gestion des cahiers des charges par en particulier le retail, la grande distribution, pardon, en français, se démocratise. Les industriels, maintenant, plébiscitent et les outils de portail pour la saisie des cahiers des charges des matières premières et des packs. Et franchement, c'est une très bonne chose. On a réussi, grâce à GS1, à faire commencer des standards autour de ça. L'ASCOM a été très active là-dessus. Et je pense qu'à l'avenir, ces standards existeront avec des plateformes de marché, en particulier pour ce faire. Donc n'hésitez pas à proposer aux industriels, en particulier, de s'équiper eux-mêmes de portails fournisseurs pour que les fournisseurs saisissent ces spécifications en ligne pour eux, de matières premières et de packs,
et surtout aussi que la responsabilité de la saisie soit de leur côté. Un point de vue aussi qui est très important, c'est l'intégration dans le système d'information. Que ce soit le référentiel de projet, de portefeuille projet, que ce soit le référentiel de produit avec les spécifications, la formulation, ce sont l'antichambre d'autres outils importants du système d'information, en particulier les ERP. Il est important à chacun de ces stades de savoir qui est le maître et qui est l'esclave. Typiquement, si on parle de cycle de vie des produits, la création d'un produit depuis l'imagination qu'on en a en marketing jusqu'au moment où le produit va être approuvé doit être dans le domaine par exemple du PLM. Mais à partir du moment où le produit est approuvé dans sa conception, la maîtrise passe à l'ERP et ne pas oublier l'intégration avec le DI, avec le reste du CRM ou de la supply chain. Donc bien soigner les connecteurs entre le monde de la création de produits et les autres outils du système d'information. Là encore, on a beaucoup de documentation à vous proposer si ça vous intéresse de creuser les sujets. Dans le monde du post-lancement produit, un must reste quand même l'alerte sanitaire et la capacité de maîtriser les impacts d'une alerte sanitaire sur son portefeuille produit et en particulier de répondre à autre chose que la traçabilité de l'eau, mais aussi la traçabilité dans les specs. Une fois de plus, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure de myrtille venue de Chine qui était contaminée à l'hépatite A et qui a généré une grosse alerte sanitaire, du moins en Amérique du Nord, je ne sais pas en Europe, je n'étais pas là. C'est un truc qu'on doit pouvoir, une recherche qu'on doit pouvoir faire en une vingtaine de secondes. De pouvoir dire, cherche-moi toutes les matières premières qui contiennent de la myrtille et qui viennent de Chine, avoir l'ensemble des matières premières qui correspondent et immédiatement l'impact dans tous les produits finis que j'utilise, et après l'impact dans les lots, ça reste un processus que vous devez vraiment soigner dans l'analyse. J'en arrive à mon slide de conclusion. Difficile de retenir tout ça, j'en conviens. S'il y avait un slide de synthèse, ça serait celui-là. Les acteurs majeurs qui doivent faire l'objet d'analyse sont en particulier la R&D, le marketing, la qualité, la réglementation. Peut-être en second rang, les gens du sourcing. Les entreprises qui sont vraiment innovantes sont celles qui ont une gamme produit étendue, ou une gamme d'ingrédients étendue, qui ont une politique à l'international très agressive, ou qui a une réglementation très forte dans leurs produits. Et les grands processus à gérer sont les processus de mise en marché, d'analyse de la cohérence, de réutilisation de la donnée, ce sont les grandes valeurs. Et les outils clés sont l'outil de formulation, les spécifications, portail fournisseur, gestion de projet de NPD et le PAC. Voilà, si vous deviez retenir comme slide de synthèse, ça serait celui-là. Je pense que j'en ai fini pour la partie présentation. Merci Jean-Christophe. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième partie de notre présentation et prendre une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez bien entendu continuer à poser toutes vos questions durant tout le long de cet échange. Alors, donc une première question de Valorial, que veut dire 80 millions jusqu'au milliard? Oui, alors c'est justement un critère pour dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise qui cherche à être performante n'est pas très important. En fait, il y a un cookie sur le site, ça peut être de 8 millions jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires. On a vraiment, dans notre expérience, toute taille d'entreprise peut engager ces processus de maîtrise de leur innovation et de performance agroalimentaire. Et la taille de la société n'est pas vraiment un critère. Il y a des solutions maintenant pour toutes les tailles de société. En dessous de 8 millions de chiffre d'affaires, ce sont des solutions que l'ASCOM propose peut-être moins. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment un critère. La taille de la société n'est pas un critère. Merci Jean-Christophe. Une autre question de Jean-Yves Bignon.
Peut-on intégrer les éléments créés dans des plateformes distributeurs type TraceOne? Votre ERP n'est-il pas un doublon avec les plateformes? Bonjour Monsieur Vignon. Alors, d'abord, on n'est pas un ERP et là, je faisais plutôt une présentation sur des bonnes pratiques. Je ne vais pas rentrer trop dans ce que nous on faisait, même s'il y a quand même quelques copies d'écran. On est plutôt un PLM. Non, une fois de plus, entre l'ERP et la création de produits, donc plutôt la sphère de PLM, il n'y a pas de redondance. Nous nous occupons de la conception du produit jusqu'à son approbation, c'est-à-dire qu'on va vraiment élever les différents produits, on va les incuber. Vous ne voulez surtout pas polluer le RP avec des dizaines de candidats produits qui ne verront jamais le jour. Une fois de plus, le ratio, c'est que pour un brief marketing, il y a en général une douzaine de candidats produits qui sont développés par les R&D et vous ne voulez surtout pas développer, polluer, je veux dire, votre RP avec les 11 candidats qui vont être en échec. Après, nous sommes une plateforme concurrente à TraceOne. Si vous regardez ce qu'utilise Leclerc, Intermarché et puis d'autres qui sont en signature de contrat, Sephora, etc. Donc oui, effectivement, on est redondant par rapport à TraceOne, évidemment, puisqu'on est concurrent. Après, nous avons plébiscité un standard GS1 pour que ces plateformes soient agnostiques et donc que oui, en tout cas la nôtre l'est. Vous pouvez alimenter nos plateformes avec quelques types de contenu que ce soit. Celles de nos concurrents sont encore fermées, je ne vais pas dire qui, mais vous aurez tout de suite deviné. Merci Jean-Christophe. Alors, nous avons une question aussi de Isabelle Berge. Les voies de l'innovation proposées sont-elles envisagées pour des PME? Si oui, quelle voie vous semble-t-elle la plus applicable? Alors, une fois de plus, il y a une bonne... merci, la question est très pertinente. La première voie à appliquer, c'est de faire un référentiel de connaissances uniques et de plutôt taper d'emblée au niveau de la R&D. C'est très adapté aux PME parce que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la paperasserie et le travail administratif que vous faites et d'essayer de réinverser les ratios. En règle générale, avant la mise en place d'une solution, notamment de référentiel de PLM pour la R&D, on a à peu près 60% de l'activité qui est sur la paperasse et 40% de faire de la paillasse. Il faut arriver à réinverser ce ratio et de faire essentiellement du développement de produits et de générer en particulier les spécifications de vos produits en automatique. Et donc la première pierre pour une PME à mettre, c'est un PLM pour la R&D avec formulation et génération des specs. C'est là où on a le plus de gains immédiats. Entre parenthèses, j'en profite pour vous dire qu'on a des outils de calcul de retour sur investissement, des exemples de cahier des charges. N'hésitez pas à nous solliciter si ça vous intéresse. Vous pouvez à peu près gagner donc un tiers de votre temps d'activité de R&D en productivité en mettant en place en premier lieu ce pavé-là. Le deuxième pavé qui arrive en règle générale historiquement, c'est le fameux portail fournisseur. Même pour les PME, franchement, le fait de faire saisir vos fournisseurs les spécifications des matières premières et des packs, même s'il n'y en a qu'un quart d'entre eux qui acceptent, c'est un quart de votre travail en moins et vous savez comment c'est épuisant de maîtriser, enfin de continuer à utiliser des spécifications en PDF de vos fournisseurs qui ne sont pas exploitables, en particulier par les outils de formulation. Merci Jean-Christophe. Encore une question de Jean-Yves Bignon. Quelle serait la taille minimale d'une PME IA qui pourrait s'équiper de ce système? Écoutez, on a eu des exemples avec un seul utilisateur pour des sociétés qui ont 20-30 personnes. Bon, une fois de plus, ça c'est le positionnement de l'ASCOM. Il y a des solutions pour aller encore un petit peu plus bas que ça, mais l'essentiel n'est moins la taille de l'entreprise que la complexité de ce que gère cette entreprise. Une fois de plus, c'est l'approche de la complexité par la vue de Spider-Man et elle reste le critère important. La gamme de produits ou la complexité liée au nombre d'ingrédients qu'ils ont ou la réglementation auquel ils sont soumis, ce qui est plus complexe peut-être typiquement dans les ovoproduits ou dans le frais que dans le sec.
ou leur capacité, si c'est une PME qui fait beaucoup d'exports, la complexité va venir des systèmes réglementaires qu'ils vont devoir gérer. Donc le premier critère, c'est la complexité de ce qu'ils ont à gérer. La taille n'est pas vraiment un discriminant. Je vous dis, avec un ou deux utilisateurs, ça peut déjà valoir le coup de mettre en place un PLM très rapidement. Et en chiffre d'affaires, monsieur Minou, vous avez une précision? Une fois de plus, moi j'aime bien utiliser le critère des 8 millions et non pas des 80 millions comme il y a à l'écran, excusez-moi. C'est une grosse coquille. Honnêtement, on a fait bien moins que ça. On a fait des sociétés qui avaient 3 millions. Et une fois de plus, en dessous de ça, il y a d'autres solutions qui existent. On est en train de travailler sur un SaaS. Mais je ne parle pas de nous. Là, j'essaie de parler plutôt des bonnes pratiques. Mais en tout cas, on recommande, à partir de 3 millions, ça vaut vraiment le coup. Merci Jean-Christophe. Une question de Mohamed Daï. Comment adapter le principe de la plateforme avec la réalité? Des cas pratiques trop difficiles à décrire en une demi-heure. Il faut faire des simulations, hein, c'est vraiment le plus simple. Maintenant, on peut prototyper des choses en quelques heures. Saisir 2-3 exemples de produits qui sont vos produits dans un système, voir comment ça réagit. Et vraiment se rendre compte en utilisant vos 3 produits de comment ça peut marcher. Donc le prototypage me paraît être la meilleure façon de cristalliser à la fois ce que vous allez gagner sur la mise sur ces plateformes et de voir comment ça va se passer et de voir concrètement comment ça peut rendre. Donc une fois de plus, saisir 2-3 de vos produits dans un prototypage me paraît être une manière très pragmatique d'avancer. Merci Jean-Christophe. Donc avant de conclure ce séminaire, on va encore prendre une question. J'ai vu un petit peu plus haut qu'il y avait une question de Damien. Qui est le pilote dans le cadre du portail fournisseur? Est-ce le distributeur, les industriels ou est-ce un projet commun? Alors, le pilote, c'est le client. Donc, si on est sur du produit MDD, c'est le distributeur, c'est Leclerc, Auchan, Intermarché qui vont être les maîtres d'œuvre. Une fois de plus, mon credo, et ce depuis une quinzaine d'années, c'est que les industriels ont plus intérêt à avoir un portail fournisseur même que les distributeurs, parce que la quantité de matières premières qui évolue dans leur portefeuille de produits est vraiment très difficile à gérer. Et une fois de plus, ils ont besoin vraiment, et c'est un vrai organe de productivité, c'est peut-être le retour sur investissement le plus simple à calculer de tous. Si l'information est saisie par son fournisseur, c'est vraiment très très simple. Donc dans l'hypothèse où le client est un industriel et que le fournisseur est un fournisseur d'ingrédients ou de packs, c'est l'industriel à piloter. Alors, évidemment, il y a des grandes visions sur quelque chose de plus intégré verticalement. L'ESCOM y travaille très fortement, mais c'est encore un peu confidentiel pour que j'en parle aujourd'hui. Merci Jean-Christophe. Donc ceci conclut la séance de questions-réponses d'aujourd'hui. Merci d'y avoir répondu. Merci, je suis désolé d'avoir été un petit peu confus dans mon élocution là, et dans les slides. Habitant aux États-Unis, je commence à être rouillé en français. Donc nous vous remercions de votre participation à notre webconférence. Nous vous ferons parvenir bien évidemment les slides de la présentation par email. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me recontacter. Vous avez normalement mon adresse mail. Mesdames, Messieurs, ceci conclut la présentation d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Merci Jean-Christophe. Merci Noémie. Et puis n'hésitez pas à demander d'autres contenus derrière tout ça, des exemples. Nous avons profusion de choses à partager. Au revoir. Au revoir.